Salut tout le monde, merci énormément d'être avec nous. Vous êtes quelques milliers, vous êtes inscrits à ce webinaire du Fonds de solidarité FTQ. Mon nom est Louis-Jean, je serai votre animateur aujourd'hui. Merci de prendre la prochaine heure avec nous pour parler de quelque chose d'extrêmement important. Prendre de bonnes décisions pour vos revenus à la retraite. Oui, on va parler de retraite aujourd'hui et je sais que pour certains, d'entendre le mot retraite, ça donne des sueurs froides. Je vais être extrêmement transparent avec vous. En matière de finances, je suis certainement pas, mais vraiment pas un expert. En fait, je fais partie de ceux qui probablement se grattent la tête, qui ne comprennent pas tout, les termes financiers. Et quand c'est le temps de venir de parler de retraite, je développe un rash. Alors, si vous trouvez ça complexe, vous êtes en bonne compagnie aujourd'hui, mais justement, le but, c'est de rendre le tout beaucoup moins intimidant. Il n'y aura pas de jargon inutile. Pas de pression, pas de recette magique non plus qu'on va vous proposer, faites-vous-en pas. Juste une conversation extrêmement simple, utile, concrète aussi pour mieux comprendre comment prendre de bonnes décisions pour vos revenus à la retraite et surtout vous donner des repères et des choses très, très claires, concrètes pour la suite. Je suis accompagné aujourd'hui de deux experts qui ne font pas seulement expliquer la retraite en théorie, ils accompagnent sur le terrain concrètement des gens dans leurs décisions, leurs questionnements et leurs choix à différentes étapes de cette transition. On a deux personnes de l'équipe Conseil Flexifonds avec nous, Mélanie Poupard et Sébastien Lafontaine. Allô, bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour Louis. Faites quoi à l'équipe de Conseil Flexifonds? Tout d'abord, on a dit pas de jargon, alors c'est quoi exactement? C'est une bonne question. Ce qu'on fait, c'est qu'on sait qu'on est des gens qui sont là pour donner du conseil, de l'accompagnement à nos épargnants, qui placent des sommes, qui investissent, qui ont des projets, qui ont des projets de retraite, entre autres, mais ça peut être des projets aussi pour des dépenses importantes, qui se demandent combien je dois cotiser, combien je dois mettre en épargne, dans quoi je dois investir. Donc, c'est là qu'on intervient pour les accompagner pour la réalisation de leurs projets. C'est pas les sujets qui manquent, ça, on le sait. Avant d'entrer dans les sujets, j'aimerais justement que vous mettiez la table de quoi on va parler au cours de la prochaine heure. Donc, on va parler, en fait, de partir avec la base. Donc, quels sont les revenus de retraite auxquels on peut s'attendre, personnellement en tant qu'individu, pour être capable un petit peu de justement clarifier de quelle source est-ce qu'on va recevoir nos revenus à la retraite, parce que c'est pas tout le monde qui va avoir les mêmes sources. Donc, ça, c'est important de savoir où aller chercher, avoir une certaine curiosité, de dire, OK, qu'est-ce que je vais avoir? Ensuite de ça, on va parler des véhicules aussi qui peuvent être utilisés durant la retraite. Parce qu'on parle beaucoup de REER à la retraite. Sauf que c'est pas le seul véhicule qui va être utilisé. Il y en a plein d'autres qui vont être utilisés ou qui peuvent être utilisés avec des avantages. Donc, juste venir un peu clarifier tout ça aussi, parce que des fois, on peut passer à côté de certains bénéfices. Donc, puis aussi, également, on va regarder justement, en parlant de bénéfices, toutes les stratégies de décaissement qui peuvent être utilisées. Donc, souvent, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant de ces stratégies-là. Donc, on va pouvoir justement en mettre en lumière quelques-unes. Puis finalement, bien, c'est sûr que de parler de l'importance et de l'impact d'avoir un bon accompagnement, d'avoir un plan solide, mais aussi d'être bien accompagné avec quelqu'un de confiance, justement pour essayer d'éliminer ce stress-là que ça peut donner à n'importe qui. Est-ce que vous le sentez? Est-ce que vous sentez mon anxiété? Ah oui, on a une certaine sensibilité. Là. Et parlant de stress, Sébastien, quand on parle de retraite, c'est quoi peut-être la principale soit confusion ou justement anxiété que les gens vont ressentir? Les gens, au départ, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Hein. Des fois, au niveau de la retraite, il y a beaucoup de questionnements au niveau des choix qu'on a à faire, au niveau du moment où on prend les sommes. Mais la grosse question, c'est est-ce que je vais en avoir assez? Hein? Puis il y a des enjeux par rapport à ça avec l'espérance de vie, l'inflation, on en parlait. Donc, par rapport à ça, ben les gens se demandent est-ce que je vais être correct? Est-ce que je vais avoir la même qualité de vie? Est-ce que je vais pouvoir profiter des plaisirs de la vie encore? C'est des questions, puis on sent que quand on parle à ces gens-là, quand on leur parle, puis on leur explique, puis on prend le temps, ben le stress diminue. Le stress, la tranquillité d'esprit arrive. Donc, on sent qu'il y a un poids de moins là, sur les épaules de nos épargnants. Alors, commençons par le début. Clarifier avant de planifier. Vous avez un peu mis la table, justement. Avant de parler de planification, de décaissement, il faut d'abord
comprendre ses besoins, d'où viennent les revenus à la retraite. Donc, ça, c'est vraiment la base. On va commencer avec ça. Sébastien, quelles sont les principales sources de revenus, justement, à la retraite? Là, tu nous ouvres la porte. Oui, donc on va commencer au départ avec les sources de base. Donc, on a les rentes gouvernementales, entre autres. Par la suite, bien sûr, on peut avoir aussi des régimes de retraite avec l'employeur, régime collectif, fonds de pension. On peut avoir aussi de l'épargne enregistrée aussi, qui proviennent de nos REER, de nos FER. Puis on peut avoir aussi de l'épargne qui est non enregistrée, donc l'épargne qui vient de d'autres types de comptes, comme par exemple des comptes non enregistrés ou qui provient de vente d'actifs, par exemple. Si on commence avec la première, qui est la pension de sécurité de vieillesse, c'est une pension qui est fédérale, qui est versée à tous les mois. Cette rente-là a été indexée aussi, c'est important de le mentionner dans le contexte actuel, qui est indexée à tous les trimestres en fonction du coût de la vie, tout simplement. C'est ça. Donc, on sait que le coût de la vie augmente, on le voit à l'épicerie. Ça vient couvrir le coût de la vie de ce côté-là. Donc, c'est une rente à ce niveau-là qui est importante. Par contre, elle est offerte à qui? Elle est offerte aux gens qui ont 65 ans et plus et elle est basée sur les années de résidence au Canada. Donc, pour y avoir droit, il faut que j'aie au moins 10 ans de résidence au Canada après l'âge de 18 ans. Pour avoir droit à la pleine pension, je dois avoir au moins 40 ans de résidence à ce moment-là au Canada après l'âge de 18 ans. Donc, c'est important de respecter ça. Si j'ai moins de 40 ans, mais il y a un calcul qui se fait, il y a un prorata qui se fait à ce moment-là. L'autre point, c'est qu'il ne faut pas oublier que cette rente-là, elle est bonifiée aussi à 75 ans. Elle est bonifiée de 10 %. Donc, c'est extrêmement intéressant. Par rapport à ça aussi, on a des choix au niveau de la pension de sécurité de vieillesse. On peut la prendre à 65, mais je peux la repousser jusqu'à 70 ans si je le désire. L'avantage de la repousser dans ce contexte-là, c'est qu'on vous la bonifie. Plus vous êtes patient avant de la toucher, on vous bonifie de 36 % par exemple si je la prends à 70 ans. L'équivalent de 7,2 % par année. Donc, quand même intéressant. C'est une décision, donc, vous voyez que c'est une décision importante là aussi à savoir qu'est-ce que je fais. Donc, j'ai des possibilités de ce côté-là. Cette rente-là, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a des enjeux. Des enjeux importants qu'il faut noter dès maintenant, c'est que si mon revenu est au-dessus d'un certain seuil et que mon revenu est élevé, je peux perdre une partie de ma pension de sécurité de vieillesse. Souvent, les gens l'oublient, celle-là. Je peux la perdre en partie ou elle peut être totalement éliminée, même. Vraiment? Okay? Oui. C'est pas une rente avec laquelle on contribue pour l'avoir. C'est une rente parce que c'est basé selon les années de résidence, tout simplement. L'autre point, c'est que de l'autre côté, si on a des revenus plus faibles, à ce moment-là, on peut avoir droit à une rente supplémentaire qui s'appelle le supplément de revenu garanti, donc qu'on appelle dans le jargon la petite pension fédérale, qui, elle, peut être versée, tout dépendant de certaines conditions, et qui est non imposable. Est-ce que les gens ont tendance à surestimer ou sous-estimer leur revenu à la retraite? Je dirais que les gens, plus les gens sont à la retraite, plus ils ont la difficulté à estimer leur revenu. Parce que ça vient de plusieurs sources. Ça vient de différentes sources. Donc, des fois, on fait pas toujours le compte de ce côté-là. Donc, oui, il peut y avoir des enjeux à ce niveau-là. Les gens reçoivent différentes sources et il peut y avoir effectivement une méconnaissance des différentes catégories de sources de revenus pour la retraite. Le commun des mortels n'a pas idée de ce serait quoi le montant de la pension de sécurité de vieillesse. Tu sais, on dit que c'est un montant qui est Moi, j'ai fixe. absolument zéro idée. J'ai jamais même considéré ça dans mon plan de retraite, pour être bien honnête. Exact. Puis souvent, les gens ont une espèce d'idée, sauf que quand on donne les vrais chiffres pour donner une idée, là, cette année, présentement, le montant, c'est 743 $ par mois. C'est brut, ça, pour la pension de sécurité de vieillesse. Puis ça, c'est le montant maximal si tu ne dépasses pas un certain seuil. Donc, OK, ça fait partie de la base de revenus, mais c'est pas beaucoup, là. Pourquoi le moment où on touche certaines rentes est si important? Pourquoi ça peut faire une énorme différence? On peut prendre l'exemple de la Régie des rentes du Québec par rapport à ça, parce que il va avoir un impact important. Donc, pour le régime des rentes du Québec, on sait que c'est une rente qui est versée en lien avec le revenu de travail, notre revenu de travail, puis les cotisations qu'on a faites, puis les cotisations qui ont été faites par nos employeurs tout au long de notre carrière. D'accord? Donc, si je la prends à 65 ans, cette rente-là, j'ai le plein montant auquel j'ai droit. Donc, sans pénalité. Par contre, j'ai encore des choix. Et effectivement, j'ai des choix. On va le voir ici sur le tableau. Si je prends la rente, par exemple, à 65 ans, ce qui donne un montant annuel de près de 18 000 $, donc on parle à peu près de 1 500 $ pour le montant maximal. Important de spécifier, puis tu es d'accord avec moi, Mélanie, il y a moins de 5 % de la population qui ont la rente maximale. L'objectif ici avec le tableau, c'est vraiment de montrer les différences, les impacts que ça peut avoir au niveau de notre décision si on la prend
avant 65 ans ou après 65 ans. D'accord? Si je décide de la prendre avant 65 ans et je suis un peu plus empressé, ben, vous voyez que la rente diminue de façon importante à 11 579 pour une année, et ce qui me donne un montant après 25 ans, par exemple, de 289 475. Si je la compare à ce que j'accumule après à 85 ans pour celle où j'ai pris à 65 ans, ce qui fait un montant de 361 840, c'est une différence de près de 72 000 $. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Donc, par rapport à si je la repousse puis je la prends un peu plus tard, ben à ce moment-là, je profite d'une bonification de l'ordre d'à peu près de 8,4 et ce qui fait en sorte que le montant pourrait être autour de 373 490 si je le prenais à 72 ans. J'aurais une augmentation, dans le fond, de 58 par rapport au montant à 65 ans. Fait que le quand est parfois aussi important que le combien. Absolument, absolument. Donc, c'est pour ça que c'est une décision importante ici au niveau du régime de rente du Québec, à savoir, je fais quoi avec ça, je le prends quand, la pénalité que je peux avoir. Parce que le constat qu'on fait ici, c'est que plus je vis longtemps, ben puis je la prends plus tôt, ben plus je vais être pénalisé. Puis de l'autre côté, plus je vis longtemps, puis je la prends plus tard, ben plus je vais être gagnant. Donc, c'est important dans notre décision. Et ça, c'est une question qui est tellement... C'est pas simple. C'est pas simple à répondre, à prendre cette décision-là. Ça implique tellement de facteurs, la santé, etc. Exactement. Exact. Puis la fameuse date de OK, mais à quel âge je vais mourir? Tu sais, de savoir, Date de est-ce que je vais péremption, vraiment... là, c'est ça. Et oui, exact. On n'a pas une date d'expiration d'inscrit sur nous. Puis ça, c'est un peu le nerf de la guerre dans notre travail parce que en bout de ligne, ben c'est l'individu à qui tu donnes du conseil qui prend la décision de... Ben, regarde, je décide de la prendre maintenant, puis advienne que pourra. Mais nous, on a quand même un rôle de... On va essayer de te protéger aussi financièrement en faisant ton plan. Mais c'est vrai, tu sais, on voit des personnes qui décèdent super jeunes au début de leur retraite puis qui n'ont pas le temps d'en profiter. Et effectivement, mais il faut toujours essayer de se garder en tête que, OK, mais si je vis plus longtemps, dans quelle situation financière je vais me retrouver? Puis c'est ça le challenge dans notre travail aussi. Je dirais qu'il y a plusieurs facteurs à considérer. Il y a l'état de santé. Il y a aussi les revenus, les autres sources de revenus que j'ai aussi. Il y a l'épargne que j'ai accumulée. Si j'ai accumulé beaucoup d'épargne, ben je peux me permettre peut-être de repousser. Si j'ai pas assez d'épargne, ben peut-être que je vais devoir la prendre plus tôt. Donc, c'est du cas par cas de ce côté-là. Comment utiliser le relevé de participation comme point de repère? Et j'avais jamais entendu ce terme-là, relevé de participation. Alors, c'est quoi, tout d'abord? Allons-y, on se lance. Donc, le relevé de participation, c'est un relevé qu'on peut obtenir soit par la poste à tous les 4 ans, qui est fait par Retraite Québec. Donc, on invite les gens à aller sur le site de Retraite Québec. À ce moment-là, ils vont pouvoir avoir un relevé qui leur indique l'estimé des montants qu'ils vont recevoir selon l'année, soit à 60 ou 65 ans. Donc, si dans le tableau ici qu'on voit, on voit un exemple où on voit les montants 60-65 ans. Si j'arrête de cotiser maintenant, donc si je prenais la retraite maintenant, qu'est-ce que j'aurais à 60, qu'est-ce que j'aurais à 65? Et j'ai aussi, si je continue de cotiser, donc si je continue de travailler et je cotise jusqu'à 60-65, puis les montants qui sont indiqués. Donc, c'est bel et bien des montants estimés, des montants en dollars d'aujourd'hui. C'est pas des dollars futurs, c'est des dollars d'aujourd'hui, il faut pas l'oublier. Donc, ce relevé-là va évoluer au fil du temps et on invite les gens à le consulter parce que c'est important pour l'intégrer dans notre plan de retraite, dans notre plan de match. Et aussi, je vous dirais que au niveau du relevé, ben des fois, vous voyez, il n'est pas précis. Hein? Il est entre 60 et 65. Des fois, je peux travailler jusqu'à 61, puis je veux la prendre plus tard. Ça donne quoi? On peut appeler aussi Retraite Québec, puis on voit le numéro à l'écran qui est indiqué. Donc, on invite les gens, si on veut avoir de l'information plus précise par rapport à notre régime de rente du Québec, ben on peut appeler directement. Mélanie, pour les gens qui possèdent un régime employeur, est-ce que c'est toujours suffisant pour subvenir leurs besoins à leur retraite? On a des fois peut-être tendance à penser ce dossier-là est réglé. Là. Oui, mais malheureusement, pas nécessairement. Donc, au niveau des régimes de retraite des employeurs, souvent, ils sont séparés dans 2 grandes catégories. On a la première catégorie que, justement, les gens pensent qu'ils sont complètement en sécurité pour leur retraite, qui est le régime à prestations déterminées. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment un régime de retraite qui, lorsque on va prendre sa retraite, va te verser des revenus pour le restant de tes jours. Donc, c'est là où est-ce que ce sentiment-là de sécurité arrive, mais c'est important de savoir quels seront ces montants-là et de se poser la question, vais-je en avoir assez? Donc, ça, c'est la première grande catégorie. La deuxième catégorie, ce sont les régimes de retraite à
cotisation déterminée. Donc ça, cette deuxième catégorie-là, c'est des catégories où l'employé va verser un montant d'argent ou l'employeur ou les deux vont accumuler des sommes qu'on va devoir gérer ensuite à la retraite puis décaisser en fonction justement du plan établi. Donc ça ne veut pas nécessairement dire non plus que juste de cette portion-là va en avoir assez. Ça dépend toujours de combien ce qui est mis de côté et de plusieurs autres facteurs. Et là, c'est là aussi où tu as vraiment besoin d'un très bon accompagnement pour être capable de faire les choses de la bonne façon, pour t'assurer que tu en aies pour assez longtemps. Donc, les gens qui nous écoutent actuellement, qui se posent peut-être la question, moi j'ai un régime d'employeur garanti, ça ne garantit pas par contre automatiquement une retraite confortable. Au contraire, il faut vraiment faire ses devoirs. Absolument. Puis c'est important de le faire à l'avance parce que ça m'est déjà arrivé dans mon quotidien, moi, que la personne prend sa retraite dans 3 mois puis que je lui pose la question, bon, donc, vous avez déjà fait votre plan de retraite? Non. OK, mais est-ce que vous savez si vous allez arriver? Il dit, je vais m'arranger pour que ça arrive. Puis sinon, je ferai avec, puis je travaillerai encore un peu à temps partiel. C'est pas le genre de retraite qu'on souhaite à nos gens du tout. Donc, de s'en intéresser, même si on le sait que, j'ai un fonds de pension, j'ai pas à m'inquiéter de ça. Non. Prenez le temps de regarder comment est-ce que ça fonctionne. À quel moment on doit commencer à s'intéresser à ça et de commencer à le planifier? Là, c'est une chose de placer de l'argent. Oui. À quel moment on doit commencer à dire, OK, ça pourrait venir dans quelques années, là, je dois commencer vraiment... Et là, on va aller plus loin tout à l'heure, on va parler de plan de match, mais... Au moins un bon 5 à 10 ans. Au moins. Un bon 5 à 10 ans d'avancer. Plus que tu commences tôt, plus que tu as de la marge pour apporter des modifications, renflouer ton épargne, justement pour être capable de prendre des décisions qui sont plus faciles par la suite. Déjà, on devrait commencer à y penser avec un prélèvement bancaire automatique, des cotisations et maximiser les REER, on va garder pour le CELI. Donc, ça doit se faire le plus tôt possible. Pour les gens qui ont de l'épargne personnelle, on place de l'argent dans les REER. Tout le monde connaît pas mal ce que c'est. On fait ça tout au long de notre vie, mais on est souvent moins familier avec le FER. C'est quoi exactement le FER et le lien entre les deux? Je dirais que ça, c'est le grand méconnu quand vient le temps de la stratégie de décaissement. En fait, non. Les gens connaissent le FER. Cependant, ils ont l'idée préconçue que c'est seulement qu'à 71 ans qu'ils arrivent dans le décor de la stratégie de décaissement. C'est pas le cas? C'est vraiment pas le cas. OK? Donc, juste un rappel de qu'est-ce que c'est que le FER. Donc, premièrement, qu'est-ce que c'est l'acronyme? Ça veut dire Fonds enregistré de revenus de retraite. Donc, le FER est la prolongation du REER quand que toi, dans ta situation financière, tu veux te sortir des revenus réguliers. Donc, régulier, ça veut dire à une certaine fréquence, là. Est-ce que ça veut dire que de passer du REER au FER, c'est comme une façon de transformer de l'épargne en revenu? C'est-tu un peu ça? C'est exactement ça, absolument. Donc, justement, lorsque tu as fait ta planification, tu sais quand est-ce que tu pars à la retraite, etc., les besoins que tu vas avoir, et que tu sais que tu aurais besoin de te retirer des sommes, parce que, les sources de revenus à la retraite, c'est versé mensuellement. Donc, le FER est fait pour verser des revenus mensuellement de ce que tu as accumulé à l'intérieur de tes REER. Tu peux programmer tout ce programme. Donc, et le passage de l'un à l'autre, ça aussi, c'est une autre idée préconçue qu'il faut que tu payes de l'impôt au moment du passage du REER au FER. Puis ça, c'est pas vrai. C'est un vase communicant. Donc, il n'y a pas d'impact fiscal du changement de REER en FER. Donc, c'est vraiment, on fait juste changer de type de compte, puis ensuite de ça, on programme ce qu'on veut avoir comme versement. C'est quoi les erreurs communes en ce qui concerne peut-être la transition REER-FER? D'attendre trop longtemps. D'attendre à 71 ans pour procéder. Parce que, de un, quand tu arrives à 71 ans, tu n'as plus de marge de manœuvre. Parce qu'il faut le rappeler, le FER est fait pour calculer un retrait obligatoire minimum. Donc, si tu attends à 71 ans, et là, à ce moment-là, tu es obligé de suivre la vague. La valeur de tes épargnes à l'intérieur de tes REER va avoir pris aussi de la valeur parce que si tu es investi, ça va monter, c'est sûr et certain. Donc, si tu as un certain niveau de revenu à un moment donné, puis que arrive le temps de décaisser, puis là, ça te rajoute des revenus supplémentaires, bien là, tu n'as plus trop le contrôle, justement, sur ton décaissement. Fait que ça peut être problématique. J'ajouterais qu'il y a beaucoup de méconnaissances au niveau du FER. Les gens pensent souvent qu'à 71 ans, on doit convertir la totalité du montant du REER en FER à 71 ans. Et qu'on doit tout retirer. Alors que c'est pas tout. On doit retirer, on doit transférer, mais le retrait est basé selon un montant minimum, comme disait Mélanie, et je peux retirer davantage, mais je ne suis pas obligé de sortir toutes les sommes non plus. Je suis pas encaissé sur le montant total. Donc, exact. c'est important de préciser.
De là l'importance d'avoir des experts Exactement. pour bien nous conseiller, pour bien nous guider, nous aiguiller, parce que sinon, je parlais à la blague tout à l'heure d'anxiété, de stress que ça peut nous causer. Quand on se sent seul là-dedans, c'est là où vraiment on se sent complètement perdu. Il y a le manque de connaissances aussi. Hein. Quand on ne connaît pas, bien souvent, il y a de l'incertitude. Ça fait peur. Ça fait peur, effectivement. Ouais. Merci infiniment, vous deux, de nous avoir permis de vraiment jeter les bases sur le vif du sujet, et on y arrive. On est maintenant prêt à parler de planification. On nous parle toute notre vie de planification pour se rendre à la retraite, mais est-ce qu'il y a une planification qu'on doit faire au moment de la retraite? On va justement approfondir un tout petit peu. Premièrement, c'est quoi un plan de décaissement, une planification de décaissement? C'est quoi exactement? En clair, un plan de décaissement, c'est vraiment pour bien gérer ses revenus à la retraite, tout simplement pour s'assurer qu'on en a assez puis qu'on le fasse de la bonne façon, puis s'assurer d'une sécurité financière. Effectivement, Mélanie. Puis je dirais même, en bout de ligne, là, ça consiste à faire les choses de la bonne façon, au bon moment, dans le bon ordre, au bon rythme. Puis avec ça, bien, on va pouvoir effectivement combler les besoins tout au long de la retraite. Le point de départ qui est le plus important, puis là, ça, c'est un terme que les gens n'aiment pas entendre, mais c'est le budget. Donc, je ne sais pas si toi, tu as déjà calculé ton budget, là, mais... La réponse, c'est non. J'ai tout le temps, je parle toujours de budget, mais je suis terrible en ce qui concerne faire un budget. Bien, ça, je dirais... Est-ce que vous sentez que j'ai chaud? Oui, mais ça, c'est le point de départ. Parce que comment je prendrai jamais ma retraite, finalement. Comment savoir combien décaisser? Est-ce que tu vas en avoir assez? Bien, qu'est-ce que tu as de besoin? Donc, quel est ton train de vie? Connaître son train de vie. C'est quoi les dépenses que tu planifies faire? À quel âge tu prends ta retraite? Pendant combien de temps tu vas en avoir de besoin? Donc, ça, c'est vraiment le point de départ. Le budget, point numéro 1. Ensuite de ça, là, c'est là où on vient broder. Quelles sont justement les fameuses sources de revenus? Voir combien est-ce que ça va donner, venir voir qu'est-ce que ça va venir couvrir au niveau de tes besoins. Puis, après ça, les épargnes personnelles. Quand est-ce qu'on prend les rentes gouvernementales, etc., quels sont les projets. Donc, tout ça, c'est la mise en place de la planification, de la stratégie de décaissement. Puis évidemment, ça se fait de façon accompagnée. Je ne recommande pas de faire ça tout seul, à moins vraiment de travailler dans le domaine ou vraiment d'être très, très bien informé. Mais c'est là où le travail d'équipe avec un conseiller commence, là, vraiment. On tombe maintenant dans la fiscalité parce que notre argent doit continuer de travailler. Même quand on est à la retraite, on doit comprendre nos besoins pour sortir le bon revenu au bon moment et payer le bon impôt. Ça veut dire, Sébastien, qu'on paye l'impôt même à la retraite, c'est ça? On s'en sort pas. Hein? On s'en sort pas. Il y a deux certitudes dans la vie. Hein? Oui. Louis, tu le sais. La mort. Les impôts. Et les impôts. Bon, parfait. On vient de clarifier ça. Pourquoi c'est important de prendre en compte l'aspect fiscal et comment ça fonctionne l'impôt quand on est à la retraite? Parce que clairement, on le sait, on ne s'en sortira pas de l'impôt, mais on veut vraiment essayer de payer le moins d'impôts possible. Sérieusement, c'est ça. On va parler des vraies choses. Puis l'impôt, hein, aussi, c'est une dépense importante. Puis pour certains, ça peut être une dépense encore plus importante si c'est pas bien planifié. On le sait, des fois, on voit des gens qui prennent des décisions sans réfléchir, puis sans être conscients de l'impact fiscal. L'objectif ici, le premier objectif, c'est s'assurer de payer, d'avoir des besoins qui sont comblés tout au long de la retraite. Les besoins sont en net. J'ai besoin d'un revenu net pour les besoins. Donc, c'est pas le revenu brut qui compte, c'est le revenu après impôt. On semble l'oublier souvent. Donc, cet élément est important. Puis aussi, si je tiens pas compte de l'impact fiscal, bien, ça peut avoir un impact aussi sur la pérennité de mon capital, de mes investissements. Donc, ces enjeux-là sont hyper importants pour la retraite, pour s'assurer que les gens puissent en profiter pleinement. Et par rapport à ça, bien, on a différentes sources de revenus à la retraite. Tu sais, on est habitué, quand on travaille, on a le salaire, ça rentre directement en dépôt direct, on se casse pas le bicycle, comme on dit. Ouais. Le calcul est simple. Ben oui, le calcul est déjà fait par l'employeur en fonction du revenu annuel. Puis, on enlève les impôts fédéraux, provinciaux, puis nous, ben, on reçoit ça directement dans le compte bancaire. Mais donc, ça, c'est facile, c'est fait. Mais aujourd'hui, à la retraite, pour les gens qui nous écoutent, bien, effectivement, il y a des enjeux parce que les sommes ne sont pas tous au même moment. On les reçoit à des périodes différentes. Ils ne sont pas imposés de la même façon. Puis si on les regarde une à une pour voir ce que ça donne, bien, si on prend, par exemple, les rentes gouvernementales, bien, il faut savoir qu'il n'y a pas d'impôt à la source qui est pris à la base sur la RRQ et sur la pension de sécurité de vieillesse. Donc, ces sommes-là sont brutes, sont versées à tous les mois. Mais à la fin de l'année, si j'en ai pas tenu compte, puis que je vais avoir d'autres sources de revenus, bien, je peux me faire prendre.
Donc, ça, c'est important de le mentionner. L'autre point, au niveau, Mélanie parlait du fonds de pension. Bien, sur le fonds de pension, il y a de l'impôt à la source qui va être enlevé, mais seulement en fonction du revenu propre, là, qui est le fonds de pension. Donc, pas forcément sur la totalité du revenu que je vais avoir pour ma retraite. Si on va dans les retraits REER, les retraits FER, bien là aussi, il y a des retenues, par contre, sur les montants qu'on retire. Les montants, selon les montants retirés, ça peut varier entre 19 et 29 %. Mais est-ce que le 19 et 29 % vont être suffisants pour combler l'impôt que j'ai à payer quand je vais faire ma déclaration? Pas certain toujours. Donc, il faut savoir que sur le montant minimum FER, à la base, il n'y a pas d'impôt retenu à la source obligatoire. Donc, c'est des éléments dont il faut tenir compte. Si j'ai des comptes de placement, des comptes ouverts où je génère du gain en capital, je génère de l'intérêt sur des placements garantis comme des CPG, ben il n'y a jamais de retenue qui est prise là-dessus. Donc, je vais devoir déclarer à la fin de l'année et être imposé là-dessus. Alors, on a besoin de se trouver une bonne calculatrice ou une personne qui va pouvoir nous aider. Absolument. Comment on calcule, justement, l'impôt? Parce que là, on a différentes sources, on a différentes rentes. Ouais. Ça vient de tout bord, de tout côté. Il y en a qui sont déjà, l'impôt est déjà calculé. Dans d'autres cas, non. Exact. Donc, il faut être vraiment conscient du revenu total qu'on a. Ça, c'est hyper important de ne pas perdre de vue ça, parce qu'on l'a dit tantôt pour la pension de vieillesse, il y a des seuils à partir duquel on peut perdre notre pension, une partie de notre pension de sécurité de vieillesse. Si on regarde la table d'impôt, il faut comprendre que le principe de l'impôt, c'est quoi? Le principe, c'est les principes de taux progressif. Plus mes revenus augmentent, plus mon taux d'imposition augmente. Seulement sur les tranches supplémentaires. Elle est là, la nuance. Parce qu'on entend souvent des choses comme moi, je paye 50 % d'impôt sur mes revenus. On l'entend. À la retraite, c'est ça? On entend ça. Il y a beaucoup de gens qui disent je paye 50 % d'impôt. Puis bon, on va démystifier ça avec notre tableau. Les gens voient le tableau ici, puis on va l'expliquer. On a un beau tableau tout frais, 2026, avec les différentes tranches. Puis vous voyez, dans les tranches, il y a des tranches qui sont plus minces, puis il y a d'autres, des tranches un peu plus épaisses. Un peu comme le fromage. Hein? Et si on il y en a regarde... qui sont plus intéressantes que d'autres. Oui, c'est ça, exact. Et si on regarde les tranches, bien, ça nous permet de voir que selon la tranche, bien, mon taux d'imposition va être plus faible et il va aller de façon progressive à un rythme qui peut aller jusqu'à plus de 53 %. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que par rapport au taux d'imposition, je ne paye pas 50 % sur la totalité. Si on regarde dans le tableau, on remarque qu'on peut payer autour de 50 % à partir de 181 440 et ce qui dépasse ça à 53 % pour 258 000. On s'entend que c'est pas le commun des mortels qui va faire ça comme revenu de retraite, là. Hein? Absolument. Non, absolument. C'est ça. C'est donc, quand même des cas d'exception. Exact. Là. Donc, est-ce qu'on paye 50 % Bien, c'est non, pas du tout. Si on fait un exercice, un exemple ensemble pour mieux comprendre. Est-ce que je peux t'en proposer un? Ben oui. Est-ce qu'on pourrait prendre le cas de Paul, mettons? On pourrait prendre le cas de Paul, effectivement. Ben Paul a 60 ans, est nouvellement retraité. C'était pas arrangé en passant, hein? C'était un chèque type. Et puis, Paul a des revenus, fonds de pension de 30 000, il y a des REER, il y a des CELI aussi, il va recevoir ça éventuellement, sa pension de sécurité de vieillesse et son régime de rente du Québec. Ce qu'on veut pour Paul, c'est qu'on veut qu'il paye on veut pas qu'il paye le moins d'impôts, on veut qu'il paye sa juste part seulement. C'est ça qu'on cherche à faire ici. Et on tient compte de sa situation. Puis dans ce cas-ci, Paul veut avoir 44 000 net, donc ses besoins, 44 000 par année pour ses besoins à la retraite. Donc, on comprend qu'avec le fonds de pension qui est de 30 000, bien, on n'a pas assez d'argent pour couvrir les besoins. Donc, on a des questions à se poser à savoir qu'est-ce qu'on fait avec les rentes gouvernementales dans un premier temps. Ici, dans le cas où Paul a 60 ans, ici, on a un cas où Paul ne demande pas de conseil. Donc, Paul, il va avec ce qu'il a entendu. Autodidacte. Il décide d'y aller avec... Autodidacte, c'est ça, entendu des anciens collègues de travail. Donc, dans un premier temps, au niveau de son régime de rente du Québec, il décide de le prendre à 60 ans. Pourquoi? Parce que Paul se dit, ben, d'un coup que je me fasse... j'ai un accident dans 2 semaines, demain, que je meurs, que le cœur arrête, ben, je ne veux pas prendre de chance, je vais prendre ma Régie des rentes du Québec dès 60 ans. Ça, on l'entend souvent. On l'entend souvent, là, effectivement. Et par rapport à ça, aussi au niveau de son CELI, ben, il se dit, je vais attendre, je vais prendre mon CELI dès le début parce que ce que j'ai entendu au travail avec un ancien collègue, c'est que plus j'attends, plus je vais être avantagé pour mon REER ou mon FER éventuellement. Donc, on regarde ce que ça donne en fonction des choix qui ont été faits par Paul. Bien, on remarque que le CELI, déjà, s'épuise rapidement. Donc, après quelques années, le CELI est déjà à zéro.
On remarque aussi qu'il y a des insuffisances. Si vous regardez là, au niveau du tableau, on est là jusqu'à 90 ans. Donc, à partir de 86, 85, 86 ans, on a déjà des insuffisances. Donc, les besoins ne sont pas comblés tout au long de la retraite. Le capital aussi, le capital s'épuise rapidement au niveau du REER qui sera en fer, s'épuise autour de 86 ans. Donc, au niveau des objectifs de Paul, qui étaient d'assurer la pérennité de son capital, que les besoins soient bien comblés, qu'il puisse en profiter, réduire son impact fiscal, bien, on voit clairement à la lumière du tableau qu'on n'a pas optimisé la situation. Qu'est-ce qu'on recommanderait dans une situation comme celle-là? Passons au cas où Paul va chercher des conseils. Il est allé voir Sébastien maintenant. Exact. Il a appelé chez Flexifon. Il a appelé chez Flexifon, a demandé des conseils, puis il a dit, ben, peut-être besoin d'un coup de main parce que c'est pas mon domaine. Ouais. OK? Donc, ce qu'on fait avec Paul, on regarde sa situation, puis on dit, ben, Paul est en bonne santé. Paul a des épargnes, il a accumulé des épargnes. Félicitations, il a fait l'effort d'épargne. Parce qu'il y a bien des gens qui, des fois, qui ont le fonds de pension, puis ils disent, ben, peut-être pas nécessaire d'épargner, j'ai mon fonds de pension. Lui, il l'a fait, tant mieux. Et ça demande qu'est-ce qu'il doit faire. Donc, on regarde ça, puis on lui dit, ben, Paul, on te suggère de prendre ta Régie des rentes du Québec pas avant 65 ans. Paul est un peu frileux. Hein? Il a le Paul de 60, puis là, il se dit, ben, parfait, je suis à l'aise pour 65. Mais on pourrait la bonifier, on dit à Paul. Paul dit, je préfère y aller pour 65 pour commencer. Parfait. Donc, à ce moment-là, on évite une pénalité, comme on l'a vu tantôt, on évite une pénalité sur sa Régie des rentes du Québec. Dans un deuxième temps, on lui dit, on pourrait profiter de cette fenêtre d'opportunité entre 60 et 65 pour aller chercher des REER. Des REER, à ce moment-là, qui seraient imposés à un taux d'imposition plus faible, parce qu'on aurait seulement comme revenu le fonds de pension. Donc, quand on disait trouver le bon ordre, Mélanie parlait d'ordre, de rythme et tout ça, bien, c'est là qu'il faut placer les pièces aux bons endroits. Donc, avec ces deux décisions-là, ce qu'on voit au niveau du tableau, bien, on voit qu'il n'y a pas de manque à gagner. Les besoins sont comblés tout au long de la retraite. Il reste même des CELI. Il reste des CELI au-delà de 90 ans. Le REER, oui, est épuisé, mais on a des CELI qui n'est pas imposable au décès. Donc, c'est fantastique. Et la pérennité du capital est assurée. Les besoins sont comblés. On a équilibré davantage les revenus. Puis en plus, au niveau des taux d'imposition, bien, on a fait en sorte de moins imposer notre cher Paul, qui a fortement apprécié. Donc, plus d'argent dans ses poches pour en profiter. Ce qu'on ne voit pas dans le tableau, c'est est-ce que Paul est marié ou non. Est-ce qu'il est en couple? Parce que il est là, on célibataire dit que... ici. Il est célibataire. Célibataire. OK, célibataire. Ouais. Parce qu'on dit que, et là, je ne sais pas si c'est un mythe ou quoi, mais que quand on est en couple, justement, il peut avoir des avantages fiscaux à la retraite. Oui. Puis, est-ce que c'est vrai? Oui, absolument. En plus d'avoir trouvé l'amour, on peut réduire notre impact fiscal. Donc, c'est pas fantastique, ça? C'est beau, ça. Des fois, je me dis, des fois, on parle aux épargnants, on leur dit, aviez-vous remercié votre conjoint? Parce qu'il y a beaucoup d'occasions où on voit qu'il y a des impacts importants au niveau de l'impôt. Puis au niveau des revenus, pas des revenus, mais oui, des revenus qui peuvent être fractionnés. Il y a deux types de revenus qui peuvent être fractionnés avec le conjoint, c'est-à-dire partagés. On va utiliser cette stratégie dans le contexte où le revenu entre monsieur et madame sont différents. Il y a un écart. Plus il y a un écart, plus ça va être intéressant. Donc, ce qu'il faut voir ici, c'est qu'il y a des revenus comme le fonds de pension qui peut être partagé jusqu'à 50 % avec le conjoint. C'est juste une écriture fiscale. Oui, c'est important. Il n'y a pas Qu'est-ce que ça veut dire, ça, écriture fiscale? Il n'y a pas d'échange d'argent. Okay. L'opération se fait. C'est d'impôt, en fait. OK. Donc, c'est vraiment juste au niveau du rapport d'impôt, quand on donne les papiers au comptable, c'est vraiment juste dans le calculateur d'impôt que là, on peut venir faire un partage des revenus pour rééquilibrer le tout, puis que le couple paye moins d'impôts à la fin de l'année. Exact. Donc, il y a bon, souvent, les gens se posent la question, est-ce qu'il faut que je lui donne de l'argent? Non. C'est une écriture au niveau fiscal, tout simplement, qui se fait lorsqu'on fait notre déclaration d'impôt. Donc, il y a le fonds de pension qui peut être partagé avec le conjoint jusqu'à 50 % Au fédéral, en tout temps, dès que j'ai mon fonds de pension, je prends ma retraite à 55 ans, je peux partager jusqu'à 50 % le montant. Fantastique. Au niveau provincial, plus pointilleux, à partir de 65 ans pour le fonds de pension. Au niveau des REER, des FER, il faut faire attention. Si j'ai un FER puis je fais des retraits FER à partir de 65 ans, je peux aussi le fractionner jusqu'à la moitié. Faites attention, les gens qui sortent des REER à partir de 65 ans, qui retirent plutôt du REER plutôt que du FER, ne bénéficient pas du fractionnement de revenus. Donc, si on a une différence, un écart de revenus entre les deux conjoints, et qu'on fait un retrait du REER, malheureusement, il n'y a pas
il n'y a pas cet avantage-là du fractionnement qui est possible. De OK? là, l'importance de ne d'avoir pas la nécessairement stratégie. patienter à 71 ans, justement, comme on l'expliquait un peu plus tôt. Là. Donc, à partir de 65 ans, le faire est vraiment considéré quand on envisage décaisser. Évidemment, quand on est en couple, parce qu'on ne peut pas faire de fractionnement de revenus avec soi-même, Exact. malheureusement. Non, Il faudrait être très encore, créatif. encore. Il y en a qui font de la comptabilité créative. Celle-là passerait probablement Là, pas. je suis pas sûr. Puis si tu permets, Louis, si on regarde le tableau pour faire le lien avec le cas ici de Claude et Gisèle, on n'avait pas, maintenant on a Claude et Gisèle, bien, en fonction du fait qu'on ne fractionne pas, bien, on se retrouve avec un total à payer en impôts de plus de 15 935. Et si on fait le fractionnement, puis on fait le retrait, un fractionnement à partir du fer, où on prend un 60 000 de retrait qu'on répartit moitié-moitié, bien, ça fait en sorte que les revenus viennent d'être aplati. Hein? On se souvient, là, on veut aplatir les revenus le plus possible parce qu'on ne veut pas toucher au pic d'impôt, le moins possible. C'est sûr qu'on va tenir compte des besoins. On ne dira pas à quelqu'un, ben reste dans les bateaux, puis oui, le plus possible. Mais si on a des besoins plus élevés, ben on va essayer d'éviter les tranches d'imposition les plus élevées. C'est ça qui est primordial. Donc, on voit ici l'impact. Ben, je vous dirais, quand je peux sauver 3 000 3 600 ben moi, je ne veux pas laisser de l'argent sur la table, comme on dit. Je suis très, très heureux de ça. C'est de l'argent pour lequel on a travaillé extrêmement fort. On veut essayer de l'utiliser. Ben oui. Exactement. Puis je pense, ça, c'est quelque chose qu'on répète vraiment souvent. Les gens, quand on parle de décaissement, souvent, les gens sont comme réticents de dire « Ah ouais, je commencerai à décaisser déjà tout de suite mes REER. » Oui, parce que souvent, ce qui va arriver, c'est que quand les gens ne le font pas, mais après ça, il reste énormément de sous sur la table puis ils n'en ont pas profité. Ouais. Puis on a travaillé fort pour mettre cet argent-là de côté. Il faut en profiter. Ouais. Intelligemment, bien sûr. Tout à fait. Avec des stratégies. Et ça, je pense que c'est une transition parfaite pour parler du prochain sujet qui est l'aspect successoral. Je dirais, c'est un sujet plate ou en tout cas un sujet qui est inconfortable. Personne veut parler de ça, mais en même temps, c'est extrêmement, extrêmement important. Protéger ce que vous avez bâti pour vous, il faut en profiter, pour vos proches aussi. C'est extrêmement essentiel. Mélanie, en cas de décès, qu'est-ce qui arrive si j'ai pas de testament? Ça, c'est une question extrêmement importante. Ça, c'est excessivement important de l'avoir. Donc, si on n'a pas du tout de testament, en fait, souvent, les gens vont penser, dépendamment de leur situation personnelle, si je suis mariée ou conjoint de fait, je parle encore avec des gens qui ont le sentiment de sécurité à cause du fait qu'ils sont mariés. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Okay? Donc, c'est important de savoir que au Québec, quand il arrive un décès et qu'il n'y a pas de testament, OK? Dans un premier temps, si on est célibataire, conjoint de fait, ben à ce moment-là, c'est considéré comme la même façon. Le conjoint de fait n'existe pas. À moins, là, depuis l'année passée, en 2025, là, il y a le régime d'union parentale, hein, si je ne me trompe depuis pas. juin, Là. Oui, donc, depuis 2025. En fait, ça, c'est quoi? C'est si tu as eu un enfant en couple, tu n'étais pas marié, tu étais conjoint de fait. Donc, si on a eu des enfants, justement, à partir de la date que Sébastien a mentionnée en 2025, à ce moment-là, ça protège un petit peu plus le conjoint de fait. Donc là, il y a comme l'établissement d'un patrimoine. Protège un peu plus, c'est pas extrêmement rassurant. Autrement dit, ça prend quand même pas la place d'un testament. Non, exactement. Exactement. Donc, si mis l'histoire de l'union parentale mis de côté, admettons qu'il n'y en a pas de testament puis on est conjoint de fait, bien à ce moment-là, le conjoint survivant a le droit à rien légalement. Absolument rien. Donc, rien va à lui. Donc, si tu permets, Mélanie, il faut comprendre que le conjoint de fait est reconnu au niveau fiscal, mais il n'est pas reconnu au niveau légal. Donc, au niveau des impôts, on reconnaît le conjoint de fait, mais ici, dans le cas d'un décès, il n'est pas reconnu. Exactement. Des fois, les gens mêlent les deux notions. Pouvez-vous juste clarifier cette notion-là? Je pense que c'est extrêmement important, donc, ce point-là. Si on est conjoint de fait, par exemple, donc on parle d'un an de cohabitation, etc., ben, au niveau des impôts, je peux partager des revenus, faire du fractionnement. Donc, le conjoint fait est considéré comme un conjoint marié. D'accord? Donc, ce que les gens pensent souvent, c'est qu'on est conjoint de fait, ben il y a un décès ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci, je vais y avoir un partage, puis ça va se faire, moi, je vais avoir ma partie. Non. Au niveau s'il n'y a pas de testament, conjoint de fait a rien. Donc, il ne faut pas l'oublier. Donc, il y a une différence importante, puis souvent, on le répète, fiscal, conjoint de fait reconnu, légal, au niveau décès, entre autres, n'est pas reconnu. Exact. Donc, ça, c'est la situation. Puis, donc là, ça peut devenir problématique, justement, quand il y a une histoire de placement, quand il y a une histoire de maison. Donc, ça peut devenir assez compliqué. Et ça m'ouvre la porte, justement. Qu'est-ce qui arrive avec mes placements en cas de décès?
avant même de parler de placement, donc, on le mentionne, pas de testament, donc un conjoint de fait, il n'y a rien. Mais là, le conjoint marié, je disais tantôt, on a souvent là, l'impression qu'on est protégé, mais c'est pas le cas. Le conjoint marié va avoir le droit, en général, à 1/3 des avoirs de la personne qui est décédée. Puis après ça, le 2/3, bien là, ça dépend. Ça va dépendre s'ils ont des enfants. S'il y a des enfants, ça va s'en aller aux enfants. OK? Donc, là, c'est sûr que s'il n'y a pas d'enfants, bien là, à ce moment-là, le partage est un peu différent. Il y a le 2/3 au conjoint marié, puis après ça, le tiers s'en va aux parents et ou aux frères et sœurs. Mais ça ne protège pas quand même à 100% le conjoint marié. Et ça a une incidence, après ça, comme tu l'as mentionné, sur les placements. Qu'est-ce qui arrive avec les placements? Dépendamment, c'est qui le bénéficiaire. OK? Donc, puis ça a un impact aussi sur la planification de décaissement. Donc, en cas de décès, si j'ai des REER, puis que les testaments sont faits, puis ça s'en va à ma conjointe, il n'y en a pas de problème, il y a ce qu'ils appelle le roulement au conjoint. Donc, ce que tu avais, toi, à ton nom, en termes de REER, en termes de fer aussi, il n'y en a pas de problème, ça se transfère au nom de ton conjoint, dans ses comptes, puis il n'y a pas d'impact au niveau de l'impôt. Ça va, exact. Par contre, si c'est quelqu'un d'autre qu'un conjoint, n'importe qui d'autre qu'un conjoint qui hérite de tes REER et de tes fers, CRI, FRV, c'est la même chose. Okay? Donc, le CRI, c'est comme le petit cousin du REER. Quand tu as accumulé des sommes avec un employeur dans un régime de retraite et que tu as quitté, habituellement, c'est dans ce type de compte-là que ça doit être transféré. Donc, si on regarde l'idée générale, REER, FER, si c'est des enfants d'apparenté qui reçoivent cet argent-là, à ce moment-là, il faut tout encaisser avec la juste valeur marchande le jour du décès. C'est comme s'il y avait une disposition présumée qu'on appelle au niveau fiscal. Donc, c'est-à-dire que c'est comme si le jour de mon décès, je vendais tous mes biens. Donc, ça génère de l'impact. Et pour la succession, bien, il y a un impact important, là. Donc, les revenus vont s'additionner, plus les dispositions reliées au fer. Par exemple, la somme qui reste, s'il me reste 100 000 en fer, bien, ça va s'ajouter dans les revenus de la succession. Donc, la succession il y a un impact important. Donc, si on ne veut pas que le gouvernement soit un héritier majeur, là, il y a des choses à planifier, là. Et là, quand on parle de stratégie de décaissement, oui. Comment tout ça, premièrement, clairement, le conseil pour ceux qui nous écoutent, c'est assurez-vous que les choses sont en ordre. Là. Assurez-vous que vous avez testament notarié, oui, clairement. C'est sûr, effectivement. Si c'est pas fait, c'est comme là. Faut vraiment prioriser ça, mais comment ça peut jouer sur une stratégie de décaissement? Bien, justement, si on regarde un cas où on souhaite léguer de l'argent à des enfants et si j'ai un individu en avant de moi qui a majoritairement des REER, OK? Donc, ça arrive de plus en plus. Donc, la personne, les familles recomposées, moi, je veux léguer mes choses à mes enfants. Tu sais, mon conjoint, bon, il y a ces choses correctes, ça va. Mais là, à ce moment-là, on va réfléchir à, OK, peut-être qu'à ce moment-là, on va, du vivant de notre client, décaisser graduellement, même si la personne n'en a pas nécessairement de besoin, toujours en regardant aussi au niveau fiscal pour s'assurer qu'on ne nuit pas. OK? Et là, à ce moment-là, bien, au lieu de laisser ça en REER, les retraits qui ne sont pas utilisés, on les envoie dans un compte qui n'est pas imposable, c'est-à-dire le CELI. Donc, juste pour comprendre, quand tu mentionnes décaisser du vivant, ça veut dire que le bénéficiaire, en fait, la personne qui détient ces REER-là, va décaisser à des taux moins élevés parce qu'on est à la retraite, pour ensuite les mettre dans un compte pour la personne qui va en bénéficier plus tard. En fait, ça va être de ses comptes à elle. Donc, en fait, c'est juste que, comme on l'a mentionné, souvent, la mentalité était de « je veux repousser le plus loin possible le décaissement de mes REER », mais de plus en plus, on va se retrouver dans une situation où on va recommander à nos gens, écoutez, en fonction des besoins que vous avez, en fonction toujours de nos braquettes d'impôts, parce que les tables d'impôts, c'est un outil essentiel dans notre travail au quotidien. Absolument. Puis d'ailleurs, ces tables-là, les chiffres changent à chaque année. Donc, nous, on tient à jour. Donc, en respectant justement les braquettes d'impôts pour assurer d'optimiser tout ça, on va peut-être venir retirer graduellement à chaque année des montants de REER que la personne n'a pas nécessairement de besoin pour arriver, mais en les mettant à l'intérieur d'un compte CELI, quand tu as les droits de cotisation, bien évidemment, bien, ça te permet d'accumuler des sommes qui deviennent non imposables après ça dans le futur. Donc, c'est bon autant pour toi, parce que si un jour tu as un projet, tu as une grosse dépense, tu veux retirer de l'argent, mais tu as accès à ton CELI, c'est pas imposable, tandis que s'il faut que tu retires directement de ton REER, puis là, tu as
entre 19 et 29 d'impôts, ça te donne la marge de manœuvre. Et pour plus tard au décès, bien, ça protège aussi ton patrimoine. C'est toujours en lien avec les objectifs de l'épargnant aussi. Hein? Il y a des gens qui veulent utiliser davantage leur capital aussi plutôt que d'en laisser forcément à la succession. Donc, au niveau de la planification, on tient compte de ça aussi forcément. Donc, faut pas oublier cet élément-là. Au niveau des seuils, il faut pas oublier qu'il y a les seuils au niveau fiscal qu'on surveille, mais il y a les crédits d'impôt qui peuvent être accordés aussi en lien avec le revenu. Donc, plus j'augmente mon revenu, plus je perds des crédits d'impôt aussi. Donc, les crédits viennent réduire l'impôt à payer. Il ne faut pas les oublier. Souvent, on regarde juste les seuils, mais en même temps, il ne faut pas oublier les crédits. Et la stratégie peut changer aussi. Au moment où on prend notre retraite à 60, 65 ans, peu importe, 5, 6 ans, 8 ans plus tard, soudainement, on peut dire, oh, attends une minute, là, j'ai changé un peu les priorités. Je veux justement donner à des enfants, peu importe. Oui. En faire profiter aux autres. Puis par rapport à ça, on peut dire au départ, comme le cas de Paul, on peut dire, je peux prendre la RRQ à 65. Puis finalement, avec le temps, Paul dit, bien finalement, je suis en bonne santé, ça va bien. Je ne la prendrai pas à 65, je vais la repousser de 2-3 ans pour aller chercher une bonification de 8 8,4 Ben oui, on peut faire, on ajuste. C'est ça qui est le fun avec un plan qui évolue dans le temps, puis avec l'accompagnement d'un conseiller qui est là pour nous épauler là-dedans. Exact. Mélanie, qu'est-ce qui arrive avec les rentes gouvernementales au décès? Ben, à ce moment-là, au niveau de la Régie des rentes du Québec, donc, si on a un conjoint, OK, donc que ce soit conjoint de fait ou conjoint marié, il va y avoir ce qu'on appelle la rente de conjoint survivant. Donc, la personne survivante va recevoir une partie de la Régie des rentes du Québec. OK? Ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle va recevoir l'entièreté de la Régie des rentes du Québec de son conjoint parce qu'il y a un plafond qui est établi par Retraite Québec. Jusqu'à son décès? Jusqu'à son décès par la suite, oui. Mais ça, c'est super important. Ça ne veut pas nécessairement dire que vous allez recevoir la totalité de ce que votre conjoint recevait. Donc, il y a vraiment des calculs qui sont faits par Retraite Québec. Puis ça, c'est plus eux qui sont en mesure d'expliquer là, quels sont les maximums. Puis au niveau de la pension, fonds de pension? La pension de la sécurité de la vieillesse, yes. là, donc la rente du gouvernement fédéral, elle, à ce moment-là, elle cesse. Donc, il n'y a pas de partage, il n'y a pas de transfert. Et maintenant, pour les fonds de pension? Ça dépend du choix qu'on aura fait avant de partir à la retraite. Parce que quand on part avec un fonds de pension, puis là, je parle vraiment du fonds de pension à prestation déterminée, celui qui nous verse une rente. Souvent, les gens, quand ils partent à la retraite, là, ils vont recevoir une panoplie de documents avec des formulaires à remplir, avec plein d'options. Puis là, c'est comme, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Peux-tu m'aider avec ça? Je ne sais pas quoi faire. Bon, bien, ça, c'est le choix, justement, des options si jamais il y a un décès. Donc, est-ce que je veux qu'il y ait un pourcentage du fonds de pension qui continue à être versé à ma conjointe pour le restant de sa vie, ma conjointe ou mon conjoint? Est-ce que je ne veux pas? Donc, il y a plusieurs options à ce moment-là pour les fonds de pension aussi. Ouais, et on recommande quoi? Est-ce qu'en général, on prend une avenue ou une autre? Ou... C'est en discutant avec l'épargnant, avec ses objectifs, en ce qu'il recherche. Puis il y a aussi des périodes garanties au niveau du fonds de pension. Donc, si je décède pendant les 10 premières années, par exemple, bien, ce qui restera, ce que j'ai utilisé, parfait, mais ce qui restera, exemple, je décède après 5 ans, bien, le 5 ans qui reste, à ce moment-là, est versé aux bénéficiaires à ce moment-là aussi, au niveau du décès. Là. Donc, pour dire, est-ce qu'il y a une recette uniforme pour... Non, absolument pas. Il n'y a jamais une réponse claire. Absolument. Notre phrase préférée, c'est « ça dépend ». On le dit en même temps, ça va bien. Oui, c'est ça. Ce qui ne dépend pas, en tout cas, c'est que, je sais, on en parlait tout à l'heure avant de débuter le webinaire, c'est que vous êtes des spécialistes, vous êtes des experts dans ce que vous faites, mais d'abord et avant tout, vous êtes là pour servir et conseiller des gens. Il y a l'aspect humain qui est extrêmement important dans votre travail. C'est pas d'arriver avec un paquet de statistiques et de chiffres et de tableaux. C'est d'abord et avant tout de penser aux gens qui nous écoutent, là, d'être là pour eux autres. Tout à fait. Puis, tout à fait raison, Louis. C'est ça qui nous stimule, c'est ça qui, je dis souvent, qui nous nourrit au travail avec l'équipe Flexifonds. On est vraiment là pour accompagner, rassurer, parce que les gens, on le dit, il y a tellement de choses à voir. Donc, on les accompagne, on fait un plan avec eux. S'il y a des ajustements, s'il y a des changements dans leur situation financière ou personnelle, on en tient compte. Donc, on est en communication avec eux pour simplifier aussi. Des fois, aussi, il y a des gens qui ne veulent pas savoir le processus, veulent plus savoir le résultat, ce qui va arriver, ce qui s'en vient. Puis, on travaille là-dessus, on s'adapte par rapport à la situation de nos épargnants, quelle qu'elle soit. Et
Et ce qui fait que les épargnants, ben, comme on dit au départ, se retrouvent avec moins de pression sur les épaules, un stress de moins. Exact. On n'a pas besoin d'un stress supplémentaire. Non. On n'a pas besoin d'un stress pour la retraite qui, en principe, est une étape extrêmement agréable et de bonheur où on va profiter pleinement de la vie selon avec le temps, les temps libres qu'on va avoir. Puis même, je rajouterais une autre chose aussi, ça n'a pas à être compliqué. Quand on est bien accompagné, parce que souvent on dit, je suis allé voir déjà un conseiller, puis j'ai rien compris, j'étais tout mêlé. Allez en voir plus qu'un. Tu sais, on va magasiner certaines choses, mais un conseiller financier, une personne en qui on va avoir confiance, qui va parler le même langage et qui va être capable de vulgariser de la façon qu'on comprend, ça va être archi important. Donc, il ne faut pas se sentir mal de vouloir comprendre. Parce que ça doit être clair, puis il faut être accompagné, puis il faut se sentir en confiance parce que c'est une période importante. Oui, et puis ça m'amène à... Il n'y a pas de montant, hein? Il n'y a pas de montant. Vous n'avez pas besoin de dire j'ai 50 000, j'ai 100 000, j'ai 25 000. Ça prend un montant, je ne peux pas y aller, j'ai pas assez d'argent. Non. N'hésitez pas à aller voir un conseiller. L'équipe Flexifonds, on travaille avec nos épargnants. On a du plaisir avec nos épargnants. Et il y a des besoins. On est là pour les accompagner. C'est le plus important. Puis on a des outils aussi pour les accompagner. On a un outil qui s'appelle Mon plan de match. Et là, c'est ça. Ben, je te devance. On arrive vraiment à la conclusion. mais ben oui, c'est bon. Mais le plan de match est extrêmement important. C'est pas juste Martin Saint-Louis qui a un plan de match, là. C'est pas juste au hockey ou au tennis. Sébastien, je sais que tu es un grand fan de tennis, mais le plan de match est vraiment essentiel. Et je pense que la conclusion, c'est qu'il y a probablement beaucoup de gens qui nous écoutent actuellement, qui se posent la question, mais OK, j'ai beaucoup de questions, justement. Le plan de match est là pour les guider. Autrement dit, on espère avoir peut-être amené sur la table, égayer des éveils, des questionnements. Là, maintenant, c'est d'utiliser, par exemple, un outil important pour voir plus clair. Exact. Le plan de match. Ça prend des outils. Hein? Quand on fait des rénovations, si on n'a pas des bons outils, on le sait. Je ne sais pas si tu es manuel. Je le suis, mais oui, j'ai pas le choix. Écoute, à la retraite, on ne peut pas pas embaucher des gens. Absolument, absolument. Ça coûte assez cher. Des fois soi-même. Et effectivement, donc ça prend des bons outils. Puis l'outil qu'on a, il est incroyable. Il est extrêmement performant. Il est simple en même temps. C'est un outil pour calculer, planifier la retraite et d'autres objectifs aussi, mais parlons principalement de la retraite. Ce qui permet, c'est qu'il permet d'avoir une vision plus claire de notre situation actuelle. Hein? Quand on pose la question aux gens, vous gagnez combien, vous avez quoi en placement? C'est pas toujours clair. Quel est votre budget? C'est pas quel est votre budget, c'est quoi vos besoins, c'est pas toujours clair. Donc, le plan de match permet effectivement d'avoir une vision vraiment 360 de ce qu'on a. Ça intègre toutes les informations ensemble. Ça nous permet aussi de voir est-ce qu'on atteint l'objectif qu'on a, est-ce qu'on a des choses à faire. Ça nous donne des recommandations personnalisées pour y arriver. Ça permet de tester des scénarios. On parlait de rente. Il y a le choix, là. 60, je la prends 64, 68, 72 pour la RRQ. Et c'est là que l'outil et l'accompagnement, bien sûr, avec le conseiller, est essentiel. Mais l'outil, facilement, rapidement, peut nous donner des résultats assez impressionnants, je vous le dis. Donc, on a un bel outil pour les gens. On invite les gens à y aller. Et Mélanie, il y a des experts, justement, qui peuvent répondre aux questions là, des personnes qui participent au webinaire pour peut-être même parler avec certains des gens au fond pour voir un peu plus clairement. Si vous avez des questions, si ça vous stresse, tout simplement rejoindre l'équipe de Flexifonds. Il n'y aura pas de pression. Nous, ici, les conseillers en épargne collective, on n'est pas à commission. Donc, venez, emboîtez le pas. Puis à ce moment-là, on va pouvoir prendre le temps de regarder ça avec vous. Mélanie, Sébastien, je me sens zen soudainement. Je me sens mieux et je me sens mieux préparé pour la retraite. Merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. Merci à toi. Merci à toi.